Bonjour et bienvenue à Revue le podcast, votre nouveau podcast préféré. Aujourd'hui avec moi, Fred de la chaîne YouTube des Toiles et des Poils. Et Fred, aujourd'hui, c'est un concept d'émission que je commence à instaurer. Ça va s'appeler un peu l'année de nos 20 ans. Et toi, l'année de tes 20 ans, c'était 1988. T'avais 10 kilos de moins, des cheveux en plus. Comment allait la vie? Je t'arrête de suite, j'avais 30 kilos de moins. Tu me parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais oui, ben ça, la vie était belle, la vie était bien. J'arrivais à me lever le matin avec des érections, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et voilà, bon, ben... C'était des grands moments. Hein? Ouais, ben oui. Ta queue se réveillait une demi-heure avant toi. C'était juste fantastique. Mais c'était pas si grand. C'est pas le popol de qui tu sais. Mis à part de tout ça, mis à part de tes érections, désolé si on n'étend pas trop le sujet sur tes érections présentement. Je suis un petit peu déçu. Je donne quelques titres qu'on va parler sûrement aujourd'hui. Yes. Piège de cristal. Je parle bien sûr des dates de sortie officielles, donc des dates de sortie américaines pour les films américains. Du racisme. Oui, je sais. Donc, Piège de cristal, Rain Man, Mon voisin Totoro, Le tombeau des Lucioles, Beetlejuice, Akira, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Big, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Un prince à New York, Mississippi Burning, Invasion Los Angeles, Willow, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Même Le Grand Bleu est sorti en 88, un film qui a fait la carrière d'un grand réalisateur français. Très bonne journée, Steve. C'était très sympa comme live. Merci beaucoup. Et bah écoute, appelle-moi pour tes 20 ans à toi. Je répondrai non présent. Voilà. Hein, je ne viens pas ici pour me faire insulter, monsieur. Que dire, mis à part que Le Grand Bleu a été réalisé par Luc Besson? You want me to go back to my plane? You want me to go back to France? Is that what you want? Commençons donc par le film des films de 88. Le film qui a créé un genre en tant que tel. Ah oui. Piège de cristal. Tu l'as vu au ciné à l'époque? Ou, oui. Alors, je l'ai vu au ciné dans une salle absolument pas remplie. Parce que Mike Tiernan avait fait Predator, mais n'avait pas encore un nom. Et Bruce Willis, c'était Clair de Lune. Donc, je rentre, on est dans la grande salle de l'UGC à Bordeaux, et la salle n'est pas remplie. Et je suis tout seul, hein, c'est-à-dire j'ai pas de potes, j'ai personne qui a voulu venir avec moi. Et je sors, et tu sais que comme si Dieu t'avait fait un beau cadeau. Tu sais, on t'avait dit, tiens, ça c'est pour toi en fait. Et tu sais, ces séances de cinéma où t'as pas grand monde, et t'en parles à tes potes, personne l'a vu le lendemain, et tu te dis, c'est à moi en fait, c'est mon bébé pour l'instant, tu sais. Et je me rappellerai toujours quand la VHS est sortie en widescreen, même pas recadré en France, j'étais très content, avec une Wi-Fi stéréo monstrueux, tu sais, où il avait, je sais pas si t'as remarqué dans ce film, les bruits de coups de feu sont très massifs, très ancrés dans les basses, comme Predator d'ailleurs. Et j'ai un pote qui s'appelle Bruno, et on n'avait pas la musique de Michael Kamen en plus, qui n'est pas sortie, elle est sortie 30 ans plus tard. Et je lui dis, viens à la maison, il faut que je te montre un film. Et je lui mets la cassette, et il m'a regardé tout le film, il m'a dit, mais en fait, il m'a dit, je t'aime. Et je savais même pas que ça existait. C'est-à-dire et on avait les vidéos un an après, hein, donc tu vois, pendant un an, le film, ça n'a pas été le truc dont on a parlé. C'est la vidéo qui a amené ce côté culte à ce film-là, et bien sûr le 2 qui a encore plus fait exploser au cinéma. Au cinéma, ça a été un grand succès pour l'époque. Mais ce que j'ai lu, c'est que c'est un film qui a marché grâce au bouche à oreille. Donc, La première semaine, ça a été tranquille. La deuxième semaine, ils ont fait plus de pognon. La troisième... À l'époque, les films restaient plus que 2 semaines au cinéma aussi. Ah, ça, oui. Et on laissait le temps aux gens de se parler entre eux pour savoir s'ils avaient vu des bons films dernièrement. Et aujourd'hui, tout se passe en dedans de 24 heures ou presque. Là, si le film... oui, si t'as pas vu le film, c'est mort, quoi. À l'époque... Faut comprendre à l'époque qu'on arrive avec un film d'action où l'actionneur principal n'est pas une super brute, quoi. Là où je confirme mes dires, parce que je viens d'aller voir, 655 000 entrées en France. Hein. C'est pas un succès.
C'est pas un succès. C'est pas un vif succès, c'est non. un succès d'estime, on va dire, à l'époque. La VHS a clairement influencé énormément le succès de ce film-là. En France, oui. Alors qu'il a fait Partout dans 140 le monde, millions, 140 millions dans le monde, mais voilà, c'est... Pour un budget qui devait être sous les 50 millions à l'époque. Oui. Mais le truc principal, selon moi, qui a fait en sorte que les gens se sont attachés à John McClane, c'est que c'est l'homme de tous les jours qui se retrouve dans une situation improbable. En tout cas, dans le premier film. Parce qu'à partir du troisième, tu peux dire qu'il n'est plus l'homme de tous les jours. La performance d'Alan Rickman, mais surtout le fait que ce soit... les gens étaient habitués de voir au cinéma des Arnold Schwarzenegger, des Sylvester Stallone nous montrer c'était quoi de l'action. Là, t'as un mec qui arrive qui a de l'air d'un commis de dépanneur, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est un flic en Marcel et pieds nus en plus. Ouais. Mais voilà, qui fait son métier, il le fait tellement bien que ça lui coûte son mariage en début de film, puisque c'est ce qu'on nous annonce. Le mec est là pour essayer de se rabibocher avec sa femme. Et il va se retrouver dans ce braquage gigantesque avec explosion, baston homérique. C'est vraiment un film épique, quoi. Puis alors, il y a un sens du cadre, un sens de l'unité de temps et de lieu qui est vraiment sublimé dans ce film-là. On sait où on est à chaque instant, on n'est pas paumé, il n'y a pas une scène que tu as envie d'enlever. C'est en même temps, tu as la scène où il raconte, tu sais... quand il s'enlève le bout de verre, tu vois, puis que t'as le flic qui est en train de raconter quand il a tué un gamin, tu vois, t'as les agents du FBI, Johnson & Johnson, qui se ramènent et qui te font un petit gag. Enfin, tout est dedans, tout est parfait. Qu'est-ce que c'est bien fait. C'est bien fait. C'est la preuve que maintenant, on a des films d'action, tu sais, John Wick, des trucs comme ça. Ça, c'est devenu le standard de l'action. À l'époque, c'était ça. Et on peut être honnête et dire que Piège de cristal a amené... Après Piège de cristal, on a eu Piège en haute mer. On a eu celui Passager 57 avec Wesley Snipes. Ouais, on a eu Cliffhanger, qui est plus ou moins c'est ça, Piège de cristal à la montagne. Ouais, bien sûr, tous ces films-là, quoi. Fallait. Après, c'est vrai qu'on 88, 89, on commence à rentrer dans les années 90 où on va adoucir les sujets. Ça va être beaucoup moins sombre. Piège de cristal est beaucoup plus sombre, presque, que les autres, à part Une journée en enfer, qui est vraiment, franchement pas très gai. Mais si tu regarde L'Arme fatale, tu vois, tu as le 1 et le 2, ils sont très sombres, et tout d'un coup, on arrive au 3, c'est en 92, et le 3, c'est presque de la pantalonnade. C'est très bien fait. C'est une mécanique qui est très bien huilée, c'est du Joel Silver à son meilleur, il sait où ça va, il sait ce que ça fait. Et Piège de cristal, comme Terminator 2 d'ailleurs, parce que Terminator 2 a beaucoup amené aussi là-dessus, sur ce spectacle, ce grand spectacle pour tout le monde. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de machin, et ça va être énormissime, quoi. Que dire d'autre que Piège de cristal est un classique? Passons à un deuxième film de 88 maintenant. Rain Man, avec Tom Cruise, qui sort de Top Gun et de Days of Thunder, et qui décide de faire un drame. Ah oui. À l'époque, ça faisait un peu pourquoi ils ont mis Tom Cruise dans ce truc-là, alors que Dustin Hoffman offre la meilleure performance de sa carrière? Une des meilleures, ouais, sans problème. Il est très bien. Je le trouve d'ailleurs beaucoup plus fort dans ce rôle que bien plus de grands acteurs qui se sont essayés à jouer les autistes. Il y en a un qui m'a surpris, c'est une série médicale là. Good Doctor. Oui, The Good Doctor en anglais. Good Doctor, il joue bien, le gamin, il joue bien. Après, j'ai vu que la première saison, mais il joue bien. Rain Man, j'ai une anecdote, si tu me permets. J'ai vu le film, parce qu'à l'époque, on avait le droit, maintenant c'est interdit par la loi. Parce que tu te doutes bien que les éditeurs ont dit il faut arrêter. C'était une époque où on arrivait à avoir... On avait tellement de retard entre les sorties, c'est ce que je disais en début de live et en off avec toi. Un film sorti en 87, on l'avait en 88. Tu vois, il fallait attendre 6 mois. Bon, c'était mieux que les 1 an ou 2 ans. Akira, dont on va parler, il a fallu attendre 2 ans. Mais Rain Man, je l'ai vu chez moi, en vidéocassette, en VO sans sous-titres, qui venait d'Angleterre. Il était déjà sorti en vidéo. Il était toujours pas sorti en France au cinéma. J'ai eu la même chose sur Pretty Woman, j'ai eu la même chose sur plein de trucs comme ça. Et c'est assez drôle parce que je l'ai vu à la maison, en fait. J'ai vu Rain Man chez moi. C'est une aventure bizarre de Tom Cruise parce qu'il y avait... Je
Je crois que juste avant ça, il avait fait aussi La couleur de l'argent avec Oui. Paul Newman. Un Scorsese, hein. Là, c'est un Levinson. Un très bon Scorsese, d'ailleurs, si vous aimez oui. vu hier. Ah oui. Un super Scorsese. Paul Newman, qui est juste magnifique dans ce film-là. Il vole la vedette. Il lui a appris beaucoup. Il lui a appris beaucoup. Il lui a appris beaucoup. Tom Cruise, il le dit. Paul Newman, il m'a appris énormément sur La couleur de l'argent. Et je pense que Hoffman aussi. Et Hoffman offre une performance dans Rain Man qui efface, selon moi, la performance de Tom Cruise, parce que je trouve Tom Cruise très juste, moi, en yuppie, hyper égoïste. Mais je suis pas sûr qu'il soit le héros. C'est ça qui est bien. Je suis pas sûr que ce soit le héros, en fait. Je pense pas qu'il est vendu comme ça. Je pense qu'il c'est un connard, en fait. Hein. Il joue un connard. C'est un... Mais il faut savoir aussi, rappelle-toi qu'à l'époque, Cruise alternait les gros succès et il essayait d'autres films parce que, voilà, c'était un acteur qui était bankable, mais pas bankable comme il va le devenir derrière. Et puis, il a tellement été snobé aux Oscars qu'il s'est dit, je vais faire que des films d'action, ce qu'on me demande et ce qu'on veut que je fasse. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il vient de signer un énorme accord avec la Warner et il serait en lice pour jouer dans un Inarritu, le prochain Inarritu, qui est quand même le réalisateur de Babel. Ouais, il paraît-il qu'il voudrait retourner à des rôles de composition un peu plus. Oui, tout en alternant, puisque Top Gun 3 serait signé, il doit faire la suite de Edge of Tomorrow, il doit faire un film dans l'espace, donc il va faire tout ça, mais je pense que tu vois, intelligemment, il s'est dit, OK, j'ai fait mes 20 ans de films d'action, j'ai montré à tout le monde que j'étais le meilleur. Maintenant, je vais vous remontrer que je suis aussi un acteur et je vais peut-être finir par l'avoir mon Oscar parce que... De toute façon, moi, je pense que s'il y en a un, s'il fait une bonne performance, il va avoir un Oscar. Quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est comme Leonardo DiCaprio qui a eu un Oscar pour le film qu'il ne méritait pas, alors que c'est l'année d'avant qu'il aurait dû avoir un Oscar, selon moi. Là, mais... C'est souvent comme ça. Hein. Regarde Al Pacino, moi, je lui aurais pas filé pour le temps d'un week-end. Il y a tellement de films avant pour lesquels je lui aurais filé. Il y a 10 000 films qui mériteraient plus que ça. Mais oui. Des fois les Oscars récompensent la réputation d'un acteur plus que le jeu. Voilà. Meryl Streep peut être moyenne, elle est nommée quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est elle qui a le plus de nominations, d'ailleurs. Elle, c'est automatique. Mais ça, je parle d'un film que peut-être il y a une génération qui est passée à côté, Rain Man. Moi, je conseillerais à cette génération-là, s'ils l'ont pas vu, Rain Man, de prendre le temps parce que vous allez voir un Tom Cruise comme vous l'avez peut-être jamais vu, quoi. Oui. Faites-vous un aller-retour Rain Man, Jour de tonnerre, et ça va être un clash assez spectaculaire. Et surtout, une découverte musicale, Hans Zimmer, qui avec ce film-là lâche sa première grosse BO aux États-Unis. Et on est tous bluffés par ce petit thème tout mignon, tout machin, qui reprendra un peu dans Miss Daisy, son chauffeur. Et moi, c'est l'époque de Zimmer que je préfère. Hein. Sa fenêtre sur Pacifique, tous ces backdrafts, tout ça, c'est ce que je préfère, quoi. Avec le temps et tout, l'orchestration, ouais. Parce que je ne sais pas ce qui se passe sur le parking, il y en a un qui doit jouer à Fast and Furious. Excuse-moi. Il faudrait que tu coupes ça. Oh ouais. Mais la période de Zimmer, comme tu dis, à cette époque-là, c'est la période où il est peut-être... Il mise moins sur les grandes orchestrations, puis il mise plus sur la mélodie. Oui, puis tout au synthé. Hein. De toute façon, c'est un homme qui travaille qu'au synthé aux ordinateurs. L'orchestration... c'est venu après. Du sample. Ouais, c'est venu après. Oui. Très après. Comme Eric Serra et tout ça, quoi. Passons à un autre film, mais moi, à date, il n'y a pas de film que je ne conseille pas. Si vous n'avez pas vu... si vous faites partie des 3 personnes sur Terre qui n'ont pas vu Piège de cristal... Donc maintenant, un autre film, Beetlejuice de Tim Burton, avec Alec Baldwin, Gina Davis, Michael Keaton, qui gagne son rôle de Batman dans sa performance de Beetlejuice, je pense. On parle d'une comédie d'horreur ici, comme il s'en fait absolument plus. Il va s'en faire apparemment une deuxième, puisqu'ils sont en train de faire le 2. Ça va être beau. On a Winona Ryder aussi, ouais, tout à fait. Un film étonnant, avec ses points de vue, tu sais, je sais pas si tu te rappelles. Alors déjà, on a Danny Elfman qui explose parce que on a vu Pee Wee Herman juste avant. Et comme tu dis, tout ça, c'est du pré-Batman. Hein. La même équipe va faire Batman juste derrière. On le sait pas. Enfin, on n'imagine même pas que ceux qui ont fait Beetlejuice vont nous filer ce putain de Batman en 89. Et
On a Danny Elfman qui est juste monstrueux. Les plans, tu sais, en travelling, tu te dis ça fait maquette. Et en fait, c'est effectivement la maquette de Baldwin qui est en train de faire la maquette de la ville dans son petit grenier. Je trouve ça. Alors autant je suis plus du tout fan de Tim Burton depuis très longtemps. Parce que depuis qu'il s'est laissé aller aux images synthèses, je trouve que son venin, tu vois, il a perdu sa touche, moi, je pense. Ouais, il a perdu sa touche, son acidité, son artisanat que j'adorais. Quel film? Des fois, on me demande le genre de film qu'on pourrait plus faire maintenant avec le même type d'humour, avec le même type de... Beetlejuice est un exemple. Attendez-vous à un 2 hyper édulcoré. Oui. Et puis CGI à fond les ballons. Si la série Wednesday qui a été produite par Tim Burton est un exemple de ce que Beetlejuice va peut-être donner, déjà, il a casté la même actrice, bof. Je suis pas très chaud à un Beetlejuice 2. Pour moi, en plus, ceux qui ont vu le film pourront vous le dire, c'est pas un film qui a besoin d'une suite. Ah non, pas du tout. Là pour le coup, ça sent le pognon qui appelle le pognon. Ah oui. Là, on parle clairement d'un appel de fond. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. Je vis avec Monica Bellucci, je m'appelle Tim Burton, il me faut des sous. Monica coûte cher à entretenir. Eh ben oui. Mais après, d'un autre côté, tu es avec Monica Bellucci. Arrête de te plaindre. Exactement. Passons maintenant à un animé révolutionnaire, je dirais, qui a été un des premiers animés qui a amené la mode des animés, en tout cas en Amérique du Nord à l'époque. C'est un film qui a ouvert un univers à plein de gens. Sorti en 88, Akira. Moi, je vais te laisser en parler plus parce que c'est un film que je connais un peu moins. Je l'ai vu une ou deux fois, je pense. Alors nous, on l'a eu en 91, si mes souvenirs sont bons, hein, donc il a fallu vraiment attendre pour nous. Mais je vais faire comme si je l'avais vu en 88. De toute façon, ça revient au même, ça change rien. C'est peut-être la plus grosse baffe dans la gueule en animé que j'ai eu dans ma vie. Déjà, le film est fait en 24 images secondes, donc tu as une fluidité d'images et d'animation que tu n'as jamais vu avant. Ça te raconte quelque chose complètement inédit. Il faut savoir que la bande dessinée n'était toujours pas finie à l'époque et que Katsuhiro Otomo, qui est le créateur d'Akira, dessinateur d'Akira, scénariste d'Akira, fait le film avec ses moyens, avec tout ça. Il y a une musique qui est superbe, je conseille à tout le monde. Elle est complètement... la musique est folle, quoi. C'est un chef-d'œuvre musical de plusieurs rythmes, de plusieurs ethnies, de plusieurs... tout est mélangé, c'est magnifique. Et Akira nous raconte cette histoire tout en ne racontons pas tout à fait ce qu'on va voir dans la BD. Et puisqu'il la finira des années plus tard. Je dois la voir. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, regarde, tu vois. Déjà, la petite moto qui est là. La moto d'Akira. Ça a donné beaucoup d'inspiration au cyberpunk aussi. Ah oui. Non, ça a mené énormément de choses. Ça a mené effectivement le Japanime en France. Alors, on avait déjà, puisqu'on avait eu Goldorak, Albator, tout ça, mais tout d'un coup, on pouvait plus dire que c'était mal animé. On pouvait plus dire que c'était de la violence gratuite ou machin. Non, il y avait du fond, il y avait de la forme. Et quelque part, même Disney a fait il va falloir qu'on bosse. On s'était un peu, parce que c'était l'époque où Disney se relâchait un petit peu, hein, les Oliver et compagnie, les machins comme ça, tu vois. Là, ils se sont dit, il va falloir qu'on s'y mette quand même, tu vois. Et voilà, c'est un film qui a révolutionné, qui a inspiré énormément aussi James Cameron, hein, ça, Ghost in the Shell, il en est fan. Donc oui, effectivement, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie, tu sais, sur les échelles du cinéma, dans le temps, dans la temporalité cinématographique. Akira, c'est une barre que tu mets là, comme Piège de cristal, est une barre dans... Mais c'est surtout que si on dit que le cinéma d'animé japonais avait filtré un peu en Occident, Akira a défoncé les portes. A dit, voici l'univers qu'on peut vous présenter. Regardez ce qu'on fait quand on travaille comme il faut, nous. Et moi, je pense que la magie d'Akira est là. C'est que ça amènera Ghost in the Shell plus tard, ça amènera tous ces films-là d'animé. Et ça créera une mode en Europe, en Amérique. Voilà, pour moi, les deux plus gros, c'est Katsuhiro Otomo et son prénom, c'est Oshii, de Ghost in the Shell. Je ne sais plus son prénom. Mais effectivement, c'est du lourd. C'est du gros lot. Passons maintenant à un autre film, toujours en 88. Faut le dire au monde, c'était une grosse année. Oui. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Et ici, on parle d'un vif succès mondial. Ah oui. Et une surprise.
Moi, je m'attendais à rien. Je te dirais que je ne l'ai pas apprécié quand j'étais plus jeune. J'avais 10 ans en 88. C'était pas un film que j'appréciais particulièrement. Je l'ai apprécié peut-être un peu plus tard. Ouais. Peut-être que c'est des sujets qui me passaient un peu par-dessus la tête aussi. Mais je pense que, effectivement, comme tu le dis, je pense que Zemeckis a réussi à faire un vrai film de dessin animé et de film, puisque les deux sont mélangés, mais plus peut-être pour adolescents adultes que pour enfants. Parce que ça parle déjà de... On parle de mort de Toons, par exemple. Ouais. On sait que le coyote, quand il meurt, il meurt. Là, quand t'as... J'allais dire Doc Brown, quand t'as l'acteur qui joue Doc Brown dans Retour vers le futur, Christopher Lloyd, ouais. Qui les met dans la soupe, là, je sais plus comment ils appellent ça, là, et qui fondent et qui meurent, t'es là, tu fais, merde, on est en train de tuer un Toons devant moi, quoi. Et faut pas oublier qu'il faut que tes couilles soient descendues pour apprécier Jessica Rabbit aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est vraiment un gros film. Très belle musique d'Alan Silvestri aussi. Zemeckis, encore une fois, un maître dans la magie des effets spéciaux et de mélanger tout ça. Parce qu'on avait eu des films, hein, L'Apprenti Sorcière, on avait eu Peter Elliot le Dragon chez Disney, tout ça. Bon, on était à 200 milliards de kilomètres de ce qu'on a là avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, où même si effectivement, quand tu le vois aujourd'hui, tu vois que la cravate a été tirée toute seule et qu'on a rajouté le dessin animé. Bien sûr que ça fait un peu mécanisé, mais à l'époque, c'était une vraie révolution. C'était un bonheur. La poursuite avec la voiture en dessin animé, le flingue avec toutes les balles qui ont une vie propre et qui parlent. On a plein d'idées comme ça jusqu'au générique de fin qui est génial, quoi. Donc, non, pour moi, c'est même Bob Hoskins, qui n'était pas une star mondiale. Non. Il n'y a pas une gueule de star. Il joue super bien dans ce film-là. Et ça devait pas être facile de jouer avec des balles de tennis, quoi. Et puis, disons quelque chose, Steve. Disons-le, nous sommes des hommes. Jessica Rabbit est devenu un fantasme planétaire. On a fantasmé sur un dessin animé, bordel de merde. C'est la magie du cinéma. Exactement. Parlant d'autres fantasmes, un autre film qui, selon moi, ne pourrait plus jamais se faire, pour un film familial, en tout cas, ça serait classé dans une autre catégorie. Big, où une femme de 40 ans couche avec un gamin de 12 ans. De 35 ans couche avec un gamin de 12 ans. Donc, il y a le corps d'un homme de 35 ans, mais effectivement, c'est le cas. Ouais. Elle le dépucelle. On renverse les rôles, je suis pas sûr que ça serait fait. Non. Big, moralement, aujourd'hui, quand on le revoit, que dire d'autre que ça ne se ferait plus aujourd'hui? En tout cas, pas comme ça. C'est une comédie réussie. Il faut quand même dire les choses aussi. C'est vraiment une comédie réussie, une comédie magique. La magie est très importante. Hein. L'histoire d'un enfant qui fait un vœu d'être adulte parce qu'il en a marre d'être considéré comme un gosse et qu'on lui laisse pas faire les choses. Il se réveille le lendemain, il est dans un corps d'adulte. Et s'ensuit tout ce qui s'ensuit, d'autant que c'est vrai, puisque son pote lui dit, son pote le voit tel quel, t'es un adulte, il couche effectivement avec cette femme. Et il y a le rapport avec Robert Loggia aussi très fort, hein, le faire jouer dans un magasin de jouets, la scène du piano avec Robert Loggia, tout ça, c'est des grands moments, hein, parce que c'est des scènes qu'on n'oubliera jamais. Et je pense que c'est le dernier film où on a pris Tom Hanks pour le gentil neuneu, tu sais. Ouais. Pour le gentil con. Ouais, pour le gentil con. Et après, il est passé à des films un peu plus... Big l'a vraiment mis en avant. Il y a eu Splash, il y a eu tout ça, mais Big a vraiment fait le boum. C'était l'explosion, quoi. Moi, c'est Big qui en a fait une méga star aussi, qui a permis d'aller chercher des rôles plus substantiels, on va dire. Oui, c'était une star dans le domaine de la comédie, mais là, il y a les deux sont mélangés très habilement. Et c'est Billy Marshall, hein, c'est quand même pas. Ouais, mais tu sais, quand on parle de Tom Hanks à l'époque, on parlait de Tom Hanks pour Joe contre le volcano. C'est ça. Les comédies romantiques, les. Ouais. Il allait faire. Je pense qu'après ça, il a fait Sleepless in Seattle ou. Oh non, c'est bien après. Non, puisque je crois pas qu'il ait commencé. Je pense 90, Sleepless in Seattle, 89, 90. Tu crois, ouais, c'est possible. Mais tu sais, c'est un mec qui a une carrière que beaucoup de gens ont essayé de copier après. Hein? On peut penser à Robin Williams, on peut penser à beaucoup d'acteurs qui ont essayé de copier la carrière de Tom Hanks, en commençant par des rôles très humoristiques pour passer vers le drame.
Et qui a même réussi à réaliser, hein, il est passé à la réalisation. Hein. Mais ouais, c'est un acteur qui a eu... En tout cas, les années 90, c'était les années Tom Hanks. Hein. Ouais. Entre Forrest Gump, Apollo 13, tout ça, ces Oscars, tout ça, c'était l'année Tom Hanks. Passons à un autre acteur comique qui, lui, au contraire, a commencé par le cinéma sérieux pour aller vers la comédie. C'est bien sûr Leslie Nielsen dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine, qui est la suite de Y a-t-il un pilote dans l'avion, à quelque part. C'est par la suite? Ouais. C'est une continuité, on va dire. Tout à fait, ouais. Qui est créé par un trio de scénaristes qui sont les frères Zucker, David et Jerry Zucker et Jim Abrahams, et qui nous ont lâché coup sur coup, y a-t-il un pilote dans l'avion, comme tu l'as dit. Ils avaient fait quelques trucs avant, bien sûr. Hein. Avec Pat Proft, ils ont fait une série télé qui s'appelait Police Squad avec Leslie Nielsen, qui n'a duré malheureusement que 6 épisodes, dont 2 réalisés par Joe Dante, et qui raconte l'histoire de Frank Drebin, alors que je conseille à voir en VO, puisque malheureusement le doublage, Jean-Claude Michel était décédé quand le DVD est sorti, donc on n'a pas la voix française qu'il a dans les films. Et malheureusement, Police Squad sortait, en Amérique du Nord, sortait en même temps que Dallas, qui était dans les années 80, c'était la série un peu inévitable. Donc, 6 épisodes, annulation directe, et ils ont décidé de faire, donc, ils ne feront que 2 films, puisque le 3e n'est pas 2. Et ils vont faire en 84 surtout, donc 4 ans avant ce film-là, un chef-d'œuvre pour moi absolu de l'humour burlesque et complètement timbré dans leur style, qui est Top Secret et Val Kilmer, qui est un film que j'idolâtre plus que tout. C'est le seul film qui m'a fait tomber de mon siège de rire. C'est la première fois j'ai ri tellement que j'ai glissé, je me suis cassé la gueule, je suis resté par terre à rigoler. Je voulais plus regarder le film parce que j'avais mal partout en fait. Un film dont on ne parle pas assez d'ailleurs, Top Secret de Val Kilmer. Ah oui. Moi, c'est vrai que c'est souvent que je mettais ça dans mes génériques de live et tout. Mais y a-t-il un film pour sauver la reine? Alors moi, j'avais pas vu Police Squad encore à l'époque. On a déjà en version française le grand Jean-Claude Michel qui double excellemment bien Leslie Nielsen. Il fait un travail remarquable dans les gros mots, dans la façon de parler qu'a Frank Drebin. Il interprète vraiment le personnage. Nielsen est très bien en VO aussi, hein, il faut le dire. On a Ricardo Montalban en méchant enfin, jamais j'aurais pensé voir Ricardo Montalban en méchant comme ça, c'est drôle ici. Enfin, George Kennedy, tous ces gens-là. Et alors, les phrases. La scène de l'hôpital avec la mère, avec la femme de son collègue qui est à l'hôpital en train de mourir. Ce que j'aime, c'est qu'ils en parlent comme s'il était mort, le mec est toujours vivant. Il va falloir faire, vous savez, s'il a signé des charges pour les dons d'organes, le mec est encore en train de respirer, il vient de leur parler, tu sais. Mais pour lui, il est déjà mort. C'est O.J. Simpson, c'est ça qui fait le rôle. Ouais. C'est les grands moments. On a bien sûr la Presley qui est là. L'histoire est complètement barrée, mais quand il fait Enrico Palazzo et qu'il commence à chanter l'hymne américain pendant le match baseball à la fin, il tente faux, tu vois, il y a Enrico Palladio qui est attaché dans les vestiaires et qui se voit avec son nom, puis c'est Leslie Nielsen qui chante faux, il sait que sa carrière est ruinée. Je trouve ça formidable. Mais c'est un type d'humour qu'on voit presque plus non plus au cinéma. C'est pas de l'humour. C'est fini. C'est fini. Alors, on le voit dans une série avec, je vais pas la voir, c'est une série policière, mais je vais pas la voir. En plus, c'est la fille d'un acteur connu. Ou d'une actrice connue. Mais bon, il y en a qui essayent. Hein, en Angleterre, il y a eu ça aussi avec John Hannah, mais j'ai pas les noms de ces séries-là. Mais c'est vrai que c'est fini, en fait. Cet humour burlesque, c'est à croire que les gens, en fait, le comprennent plus ou le comprennent pas. Et ceux qui s'y essayent, ceux qui s'y essayent se plantent. Les derniers à peu près en date, c'est Scary Movie. Mais ça marchait pas, ça avait pas le charme de Frank Drebin puis de ces histoires. C'est surtout que tu dois regarder et écouter ce qu'ils disent quand ils font ça. C'est pas juste des blagues avec une phrase, un punch, une phrase, un punch. C'est souvent, il y a des indicateurs, tu sais, comme quand ils passent sur l'autoroute puis que tu vois les deux gros nibards à côté, puis tu sais, l'autre, il n'arrête pas de parler. Ou que j'aille, tout me rappelle ma femme, et on voit les deux nibards sur le truc. Il y aura 2 films par un du trio qui s'appelle de Jim Abrahams, qui va quitter parce que David Zucker va réaliser First Night, Ghost, avec Patrick Swayze, tout ça. Je crois que c'est David ou Jerry, je confonds toujours les deux.
Et Jim Abrahams va réaliser Hot Shot 1 et 2. Ah ouais. Qui sont dans le même genre un peu, ouais. Qui sont tout à fait dans le même genre, ouais. Tout à fait, ouais. Qui sont dans le même genre. Pareil, mais différent. Ouais. Passons à un autre film. Un autre comédie, tiens, qui rentre... ouais. Je dirais qu'après avoir été un flic à Beverly Hills et la série des flics à Beverly Hills, c'est peut-être le rôle dont tout le monde se souvient, qui a été gâché par une suite de merde sur Amazon, une suite qui avait vraiment pas sa place, Netflix, mais c'est Un prince à New York. Ouais, très bien. Très bien. Le nombre de phrases cultes qui sont sorties de ce film-là... Rien que l'ouverture où tu le vois tranquillement dans son grand bain magnifique, sa baignoire qui doit faire 12 mètres sur 12, et tout d'un coup, tu as cette tête qui sort de l'eau. La Sainte Vierge est nettoyée. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce film? Et surtout, le meilleur gag du film, c'est quand il se promène dans la rue avec la nana, qui file un billet aux deux clochards qui dorment au bord de l'eau, là, tu sais. Et tout d'un coup, tu vois Raph Bellamy et l'acteur de Coco, j'ai plus son nom, Don Ameche, et qui regardent, et en fait, c'est les deux vieux d'un fauteuil pour deux. C'est les deux personnages qui sont ruinés à la fin d'un fauteuil pour deux, qui fait Mortimer, on est reparti! Et tu te dis, putain, ils viennent de tout la merde perdre. à New York. J'ai trouvé ça excellent. Moi, et c'est le charisme de Eddie Murphy à cette époque-là. Il ne pouvait rien faire de mal à cette époque-là. Alors, il ne faut pas quand même pas oublier que c'est réalisé par John Landis, hein, donc qui sait comment faire une comédie. Exactement. Avec James Earl Jones, on a quand même vraiment un gros casting et tout. Et on a toujours ces petits tics de réalisation de ce réalisateur que j'adore. J'ai vu un documentaire sur Eddie Murphy qui est passé pas très longtemps sur Arte, qui est mensonger au possible, où ils expliquent que Eddie Murphy brise le 4e mur en regardant souvent la caméra. Et en fait, tous les extraits qui montent, c'est les extraits où c'est John Landis, c'est une signature du réalisateur John Landis. C'est-à-dire que ce qu'il fait avec Eddie Murphy dans Un fauteuil pour deux, ben, il le fait avec, tu sais, l'abruti qui, dans ce film-là, tu sais, qui a ses cheveux bouclés, là, tu sais, qui drague sa nana. Sexy chocolat. Voilà, exactement. Et donc, c'est vraiment voilà, c'est un tic de langage. Il y a toujours un moment dans le film de John Landis où le mec regarde la caméra et c'est, voilà, bon, moi j'adore Un prince à New York. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. C'est dommage qu'il ait fait une suite pour ruiner l'héritage. J'espère que la suite de Flic à Beverly Hills sera beaucoup mieux. Je crois que tu es le seul à l'espérer. Hein. On est tous persuadés que ça ne sera pas le cas. Parlons d'un drame qui, à l'époque, je crois, avait gagné l'Oscar du meilleur film, si je ne me trompe pas, en 88. Je pense que c'est eux qui avaient gagné, non? C'est peut-être Rain Man, mais il devait être nominé à l'époque. Oui, c'est possible, ouais. Un drame c'est le genre de film que tu regardes une fois dans ta vie, et c'est assez. On parle ici de Mississippi Burning, qui se passe dans les années 60 au Mississippi. C'est lourd, c'est pesant. Il y a absolument zéro comédie là-dedans. C'est un vrai film sur le racisme. Ça parle de racisme dans le sud des États-Unis. C'est pas un film facile à regarder, mais c'est un film qui trace un peu une empreinte de l'héritage américain. Bien sûr. Alors, c'est réalisé quand même par le grand Alan Parker, hein, qui nous aura donné juste avant Angel Art, en plus, avec Mickey Rourke et Robert De Niro. Il nous refait le même genre de photo. Il reprend Trevor Jones à la musique, qui nous fait ce rythme lancinant par la musique, il nous donne ce côté implacable de ce qui va arriver à ces personnes de couleur. Je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps parce que j'ai récupéré la musique isolée et je voulais mettre des titres sur la musique. Donc j'ai revu le film en même temps et je me disais, bordel, c'est tellement d'actualité encore aujourd'hui. C'est tellement d'actualité. Et c'est... moi, c'est un film qui me bouleverse, mais littéralement, le personnage de William Dafoe et de Gene Hackman sont démentiels et les deux me bouleversent parce qu'il y en a un qui sait et l'autre qui apprend. Et il y a un casting, il y a Michael Rooker, il y a Brad Dourif, c'est que les ordures, les autres. Moi, c'est vraiment un film, on est presque dans un film noir et blanc, hein, d'ailleurs, la couleur disparaît presque sous le message. Cette croix qui brûle avec ces deux flics qui sont pieds et poings liés, qui peuvent pas avancer. Moi, je me rappellerai toujours, c'est ce travelling dans un pré et tout d'un coup, tu as une cage où normalement ils mettent le coton ou je sais pas quoi et tu as
ce pauvre Black qui est dedans et qui attend qu'on vienne, quelqu'un lui passe et le délivre. Le pauvre, il souffre. En fait, tu vois dans ses yeux. Enfin, tous les acteurs sont monstrueusement bons, quoi. Il y a pas une fausse note. C'est bouleversant. C'est exactement ça. C'est un film. Si vous ne l'avez pas vu, je conseille quand même aux gens de le regarder au moins une fois, mais préparez-vous avant. C'est pas un exercice de divertissement. Ouais. Ça va vous faire réfléchir à plusieurs choses. Surtout à l'époque, quoi. C'était une autre époque. Heureusement, on est passé en partie par-dessus ça depuis le temps. Sur certaines choses, mais... Ouais. On parlera pas de politique puis tout ça, ça va déprimer tout le monde. Non. Il y a plein d'autres bons films. Et puis on va en parler juste là, de politique. Obligatoirement. Obligatoirement un peu, parce qu'on va faire le tour d'un... Sinon, ton réalisateur préféré, je pense, John Carpenter, sort en 88, Invasion Los Angeles, They Live. Un film qui connaîtra très peu de succès à sa sortie, connaîtra plus de succès en vidéo. Non. Même s'il n'a pas eu de succès, il ne faut pas oublier le budget. Ah. Et oui, il fait Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles, entre, suivant les données, hein, c'est entre 1,5 million à 3,5 millions, tu vois, l'un ou l'autre. Voilà. Je crois qu'Invasion Los Angeles a coûté bien moins cher. Mais le premier week-end de sa sortie, il fait 11 millions. Donc, ça n'a pas l'air comme ça. Mais comme c'est entièrement produit par lui et sa femme, qu'il n'a personne derrière, parce que c'est un live film voilà, il paye juste les droits de distribution et tout ça, sa femme et lui sont millionnaires en un week-end. Ah bah ouais, vu comme ça. Et oui, donc effectivement, c'est pas du 130 millions, mais le film doit terminer sa course, je sais pas, aux alentours, il faudrait que je regarde, mais... 40-50 millions mondialement, facilement. Ouais, je pense que mondialement, même s'il s'arrête à 35, si t'enlèves les 2 millions qu'ont coûté le film, bah t'es bien en fait. Ça valait le coup, ouais. Ça valait le coup. Donc, et le concept de ce film-là passe par-dessus le succès qu'il y a eu parce qu'il est toujours... D'actualité, oui. C'est ça qui est dommage avec ce film-là, c'est que c'est toujours d'actualité. Pour ceux qui l'ont vu, c'est qu'il y a un monde parallèle dans lequel on vit où les extraterrestres ont pris le pouvoir de la Terre en ayant des positions de pouvoir. On n'est plus haute fonction. Hein. C'est le premier gros film conspirationniste du reptilien dont on parle maintenant. Et effectivement, tu as des mèmes partout, tu as des t-shirts, They Live. Les gens même utilisent They Live avec la tête de l'extraterrestre et des choses comme ça, sans même avoir vu le film. C'est devenu un concept art, en fait. C'est devenu quelque chose de mondialement connu. Alors, c'est une réponse de John Carpenter à l'époque de Ronald Reagan, qui, lui, réprimandait cette ère de capitalisme, alors qu'il se dit lui-même capitaliste. Il dit, j'ai rien contre gagner de l'argent, mais pas en écrasant les autres, tu vois. Et Reagan, c'était quand même un peu ça. Il y avait les très pauvres dans les bidonvilles, comme le héros, hein, et les très riches, voilà, qui vivaient dans des villas. Il n'y avait presque pas de juste milieu. Il y a des scènes qui sont démentielles. Hein. Le siège de Justiceville, quand t'as les flics qui arrivent avec les bulldozers et qui arrachent littéralement les tentes, tout ça, où vivent les pauvres ouvriers, tout ça. La musique qui est démentielle avec ce blues perpétuel, l'harmonica, la guitare. L'interminable combat entre Roddy Piper et Keith David qui doit durer à peu près 7-8 minutes. 7-8 minutes, tout à fait. C'est un hommage, en fait, à la bagarre de John Wayne dans L'Homme Tranquille. Et qui était très longue en soi déjà, mais alors là, il explose tous les compteurs. Il s'est fait plaisir. Voilà, il s'est fait plaisir. Il y en a qui comprennent pas ce plaisir-là. Moi, je le comprends tout à fait, mais bon, je suis pas objectif. Et puis ce côté noir et blanc, la scène où il met les lunettes et tu vois le monde en noir et blanc avec obéissez, achetez, dépensez votre argent, soyez heureux. Enfin, par image subliminale. Tout le subliminal du monde, tu le vois avec les lunettes. Et c'est un concept hyper simple à la base, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et assez étonnamment, on le met pas dans sa trilogie de l'Apocalypse, que sont The Thing, Prince des Ténèbres et l'Antre de la Folie, alors que la fin, même si il expose les extraterrestres, enfin, la fin est pas très belle pour le héros non plus, quoi, tu vois. Donc, on n'est pas dans un truc, on sait pas comment ça va se terminer. On reste. Ça fait partie de ces films, tu sais, où les fins sont
mitigé, tu vois, tu es là, tu fais « Ah, t'en veux plus !» Tu sais, tu voudrais... Mais Carpenter est assez intelligent pour te dire « Eh ben, mon gars, tu te finis toi-même la fin, quoi. C'est toi qui vois. » Et ça, Comme il j'adore. a déjà fait avant avec The Thing. Exactement. Faites-vous Prince votre des Ténèbres, propre fin, hein, je m'en bats les couilles. c'est ça, exactement. Prince des Ténèbres, rappelle-toi, ça se termine par le héros qui a ce rêve du futur. Il voit sa chérie sortir de l'église. Donc, en fait, le Prince des Ténèbres serait sorti du miroir avec l'enveloppe charnelle de sa petite amie, tu vois. Et lui, Ah ouais, il va pour toucher le miroir. Je trouve ça génial, quoi. Mais ce film-là demeure un incontournable. Il faut que vous le voyez au moins une fois oui, dans votre vie, des livres. Ouais. On a tous En les VO deux fait une sous-titré. vidéo dessus, d'ailleurs. Ouais, en VO sous-titré, si possible. Très, très mauvaise VF de nos amis québécois. Je suis là pour manger du chewing-gum. Et j'ai plus de chewing-gum. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm out of bubblegum. Mais oui, mais c'est quand même autre chose. C'est la phrase culte de ce film-là. Passons à un autre film qui est peut-être un peu moins culte, par contre. Ici... Il a sa fanbase. Il a une fanbase, mais disons qu'après Star Wars, c'est un film qui aura laissé beaucoup de gens sur leur appétit, parce que les comparatifs seront toujours là. Ron Howard nous présente Willow de Lucasfilm. Un film, une suite en série qui était tellement mauvaise qu'ils font tout maintenant pour que les gens l'oublient. Ben, ils l'ont enlevé. Ils l'ont carrément enlevé de la plateforme. Et ils n'ont aucunement l'intention de sortir un DVD. Non, du tout. Ils veulent que les gens oublient que cette série-là a déjà existé. Willow. Bof. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai encore le bof de l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand c'est sorti, tout le monde a fait bof. Mais tout le monde a fait bof. À part les enfants. C'est sûr que si tu vois ça à 8 ans ou 9 ans, tu fais pas bof. Mais assez étonnamment, avec les années, il a pas mal vieilli ce film, en fait. Il a pas si mal vieilli que ça, bien au contraire. Il a pris un peu de, tu vois, de gainage cinématographique. Tu vois, il y a un petit côté. Déjà, il y a la musique de James Horner, ça aide beaucoup. Pam, paran, tan, tan, taran, tan, tan. Tu l'entends dans toutes les bandes annonces pendant 10 ans derrière. Donc, on a quand même une très bonne musique. On a des acteurs qui sont géniaux, Val Kilmer en tête, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des petits effets et des personnages qui sont insupportables. Les petits nains, tu sais, les tout petites personnes. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je ne parle pas des Wii-O, je parle là, pour le coup, des mini-personnages sanguins comme ça. Bon, eux, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais voilà, bon, il y a quand même des scènes. La relation qu'il y a avec sa femme, Joan Valley Kilmer, qui est Joan Valley à l'époque, est très bien. Il y a voilà, Jean Marche qui fait la méchante sorcière et tout. Il y a des choses. Le premier Morphing, ça nous avait épaté quand même, le premier Morphing cinéma à l'époque. C'est ILM quand même qui se casse le fion et on a droit à de belles choses. Je pense qu'avec le temps, moi en tout cas c'est un film, même si je lui mets toujours, je crois que la note c'est 4 ou 4,5 que j'avais mis sur ma vidéo, elle est justifiée si tu regardes le film avec objectivité, mais si tu regardes le film en tant que spectateur qui a envie de se détendre, tu t'aperçois qu'il est bien meilleur que quand tu l'as vu à l'époque. C'est un film que je devrais mettre sur ma liste de films à revoir, sincèrement. Là. Ouais. Je pense que tu serais surpris. Il y a des trucs sur lesquels tu vas pouvoir t'amuser et cracher dessus, mais il y a d'autres trucs où tu vas te dire ouais, mais c'est de l'heroic fantasy qu'on ne fait pas aujourd'hui, tu vois. Le Seigneur des Anneaux là, d'Amazon, la série télé, moi je préfère regarder ce Willow là. Hein. Et pourtant, c'est la série Amazon, il y a du pognon et c'est beaucoup plus joli au niveau des effets spéciaux. Hein. Mais là, au moins, tu as des vraies forêts, tu as des matte paintings qui sont magnifiques. Enfin, il y a des effets ILM qui sont démentiels, quoi. Il y a le côté ILM qui est là et qui fait que ça fait rêver, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup. C'est le truc que je me souviens de Willow, moi, c'est Val Kilmer, j'avais le sentiment qu'il essayait de se la jouer Harrison Ford. Beaucoup trop. Il essayait trop de copier un personnage dans le solo, quoi. Ouais. Et il aurait dû créer un... Je dis pas que Val Kilmer est mauvais dans ce film-là. Val Kilmer est très rarement mauvais dans un film, là. Mais n'oublie pas qu'il est à la tête du projet. Hein. Ouais, mais c'est ça. Puis la réalisation de Ron Howard, c'est du Ron Howard, quoi. C'est juste, c'est pas mal fait. Je me souviens de quelques longueurs. Oui, alors les longueurs, elles y sont plus. Hein. Ça, par contre, aujourd'hui, quand tu revois le film, tu es assez étonné. Le film passe très vite. Mais Ron Howard n'est pas un excellent réalisateur dans le sens où tu ne vas pas reconnaître sa patte
par son cinéma, mais c'est un très bon conteur. Parlons maintenant, tiens, en allant dans le profond et dans une performance de William Dafoe, un film qui avait fait scandale à l'époque, je pense, quand c'est sorti. La dernière tentation du Christ. Et on peut le dire, la scène qui a fait scandale dans ce film-là, c'est... Je te laisse la dire, Fred. C'est super simple. C'est quand il saute la fille, la bonne sœur, quoi. Ouais. Ça a choqué tout le monde. Puis on parle d'il y a 30 ans. Oui, on a eu des actes, nous, terroristes, devant les cinémas, hein. Catholiques. Hein. Ça a choqué les cathos vachement. Ah oui. Des fois, il n'y a pas de religion parfaite. Et quand tu touches à des trucs comme ça, faut dire que l'interprétation de Jésus par William Dafoe est particulière également. Ça, c'est le genre de film que je veux pas spoiler aux gens qui ne l'ont pas vu. Oui. Mais ça vous donne une idée de l'époque, tu sais. Oui. Et du fait qu'on est encore, nous, toujours la religion sur laquelle on peut taper. Hein. Et en faire. Après, oui, il n'aurait pas pu faire le même film sur l'islam ou il n'aurait pas pu faire le même film sur l'hindouisme ou sur n'importe quelle autre religion et ça aurait fait couper en deux. C'est le privilège de la liberté d'expression que j'appelle. C'est une valeur que l'Occident prône et ça vient avec ces trucs-là, quoi. Après, c'est un film pour les catholiques durs. Moi, je pense que ça les choque énormément puis ça les énerve profondément. Après, tu peux voir ça comme un film de Martin Scorsese aussi puis dire, le mec est catholique puis il a réussi à faire exactement ce qu'il voulait faire, quoi. Oui. Alors, il a en projet, là, Scorsese, de faire justement un nouveau film sur Jésus, d'ailleurs. Ses amis doivent l'attendre rapidement. Dans un autre ordre d'idée, OK? Toujours en 88. Un film qui a changé ma vie, peut-être. À l'époque, j'ai brûlé la VHS, OK? Un film qui nous a introduit une star mondiale des arts martiaux. Bloodsport, tous les coups sont permis. L'arrivée de Van Damme. Un film de tournoi hyper simple. C'est un film, les gens qui respirent uniquement par la bouche peuvent comprendre ce film-là, tellement c'est con, OK? Mais c'est ça qui fait que c'est tellement bon, nom de Dieu. Le nombre de nanars dérivés qui m'a offert ce film-là, on n'a qu'à penser au Cercle du Feu avec Don the Dragon, toute la carrière de Don the Dragon Wilson, certains films, plein d'acteurs qui ont essayé de copier Bloodsport. Mais il y a des raisons pourquoi tu veux copier Bloodsport, c'est parce que c'est probablement le meilleur du genre, un des meilleurs, sinon le meilleur film de tournoi. Toi, t'aimes pas Van Damme, je sais. Et je vais même pas pouvoir en parler parce que je l'ai jamais vu en entier, j'ai jamais tenu, j'arrive pas à aller au bout du film, c'est insupportable pour moi, c'est vraiment, j'y arrive pas en fait. L'histoire inventée incroyable de Frank Dux, OK? Après ça, moi, je dirais aux gens, mais je comprends pas pourquoi les gens à l'époque n'ont pas allumé sur le fait que ça pouvait pas exister des tournois secrets de combats comme ça où des gens mouraient et que personne s'en rendait compte, quoi. Mais bon. Mais moi, le Bloodsport de Van Damme est un film qui a marqué mon enfance. C'est un film que j'ai écouté pas tout seul, hein? Non-stop. Dès qu'on a eu la VHS à la maison, je pense qu'elle tournait en continu sur mon vidéo, là. Je pense que j'en ai eu plus qu'une VHS même de Bloodsport. C'est dans celui-là où il fait sa petite danse, là, à un moment? Ou... Non, ça, c'est dans Kickboxer, sa danse. C'est en Kickboxer. Dans Bloodsport, il nique une journaliste. Ah oui, c'est vrai. Ça me revient. Et il nique une journaliste dans Bloodsport. C'est un film de genre, et ce film-là a créé un genre, OK? Je rappelle à tout le monde que c'est la Canon qui a sorti Bloodsport aussi. Hein. C'est nos amis de la Canon. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, que ce genre de film-là allait avoir un public. Et ce genre de film-là a trouvé son public. Mais, écoute, Steve, tu seras heureux de l'apprendre. J'ai fait des efforts, j'ai pris sur moi. J'ai vu la semaine dernière, ou il y a 15 jours maintenant, j'ai vu d'affilée Mort subite et Time Cop. Donc j'apprends. 2 de suite pour quelqu'un qui ne l'aime pas, c'est beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé Time Cop. Même si je me suis aperçu en voyant les deux films que l'homme était doublé à chaque séquence d'action. Dès qu'il faut tenir un flingue et courir, il y a une doublure. Mais j'ai aimé Time Cop. J'ai pas du tout aimé Mort subite, mais j'ai aimé Time Cop. Je vais voir si
je peux pas essayer d'avancer dans ces premiers films et faire l'effort de venir vers toi. Je te tends une rose, j'espère que tu la prendras. Je vais y penser. Je vais y penser. Il y a Fatal Games aussi avec Christian Slater et Winona Ryder qui est sorti, mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu pour vous en parler. Mais c'était un bon film à l'époque, je me souviens un peu. C'est un très bon film de Michael Lehmann qui va réaliser Hudson Hawk derrière avec Bruce Willis, le film qui a failli couler la Warner presque, en tout cas couler Joel Silver. L'histoire de Winona Ryder qui est dans un lycée où il y a ces jeunes demoiselles très américaines, c'est les blondes populaires. Les Mean Girls qu'on appelle, exactement, qui sont extrêmement méchantes. Et elle va rencontrer ce Christian Slater qui est un fou psychopathe en fait, mais un gamin mais fou psychopathe et qui va jusqu'à les buter. Et c'est assez étonnant. Il va l'entraîner comme ça dans son monde. C'est un film que j'aime beaucoup. Alors, je ne me rappelle pas s'il y a eu une sortie cinéma française. Moi, je l'ai vu directement en vidéoclub. Je me rappelle pas s'il y a une sortie cinéma française. Ça m'étonnerait parce qu'aux États-Unis, il a fait qu'1,11 million. Donc, m'étonnerait qu'il y ait une sortie cinéma. Un film qui moi, j'ai pas vu, mais qui apparemment a connu énormément de succès avec Michel Pfeiffer, Glenn Close, John Malkovich, Les Liaisons dangereuses. Sorti également. Un film d'époque, si ma mémoire est exacte. Oui, tout à fait. Oui. C'est tiré... Alors, bien sûr, je n'ai pas retrouvé le nom aujourd'hui. C'est Jane Austen ou un truc comme ça, non? C'est du Jane Austen? Non, du tout. Je retiens ce que j'ai dit. C'est le genre de film que je regarde pas, moi, ça. Que veux-tu? C'est vrai? Non, c'est de Delaclos, je crois, je sais plus, il faudrait que je regarde, je l'ai pas là. Mais le réalisateur, c'est Stephen Frears. Oui, c'est Stephen Frears. Alors, le Stephen Frears des années 90 sont à lui aussi, on l'a oublié aujourd'hui, mais le mec, il réalisait Héros malgré lui avec Gianna Davis, Dustin Hoffman, Andy Garcia, il faisait Les Liaisons dangereuses, tout le monde allait voir les Stephen Frears. Non, c'est vraiment un très, très beau casting. C'est un film que je mets, moi, au niveau du Temps de l'innocence de Scorsese. Tu vois, ces films d'époque. Il y a eu Milos Forman fera sa version avec Valmont. C'est vraiment très, très bien. Moi, je te le conseille de le regarder. C'est assez étonnant. Je note. Phantom en Fight, qui est un remake du Scrooge. Avec Bill Murray, qui est égal à lui-même, qui est Bill Murray. C'est un film de Noël. Richard Donner, Richard Donner. Ouais. Le plus escroc des deux, avec Steve Martin et Michael Caine, réalisé par Frank Oz. Ouais, il faut s'arrêter 2 secondes là-dessus. Pas longtemps, mais 2 secondes. Mais voilà, c'est un film que j'ai vu avec mon meilleur ami de l'époque. On était 2 dans la salle. C'est un film qui est assez incompréhensible. Tu sais pas pourquoi tu ris, en fait. Il y a des scènes qui sont hilarantes et il y a des scènes que tu adores, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Le film est complètement décalé. C'est 2 arnaqueurs, c'est vraiment 2 arnaqueurs. C'est un film d'arnaque, Voilà, et ils veulent arnaquer une fille qui est une milliardaire, machin et tout ça. Bon, je spoile pas le final. Mais c'est une performance des 2 acteurs qui est juste génialissime. Génialissime. Michael Caine est impérial et Steve Martin est parfait. Voilà, c'est un film assez étonnant. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire. C'est étonnant. Moi, je l'aime, mais je pourrais pas te dire pourquoi je l'aime, mais je l'aime. Maintenant, un film qui a fait la carrière d'un mec, une carrière des plus inégales, Le Grand Bleu. Communément appelé au Québec, Le Gland Bleu. Moi, j'ai rien à dire sur ce film-là. Ensuite, passons à Le Temps des Gitans. Je n'ai pas vu. Moi j'ai vu, je suis pas très Costa Rica, il faut dire ce qui est... Ouais, exactement. Moi, je suis pas très fan de Pedro Almodovar non plus, donc Femme au bord de la crise de nerfs, ça me dit rien. Duo à 3, par contre. Oui, il faut en parler. Kevin Costner, Suzanne Sarandon, Tim Robbins. Peut-être le plus beau triangle amoureux de l'histoire du cinéma. Juste phénoménal. Pour les fans de baseball. De sport, en tout cas, mais... c'est plus qu'une histoire de baseball. Ouais. C'est que tu as 2 athlètes. Il y en a un qui est sur la fin de sa carrière et un autre qui est au début de sa carrière. Tu as une femme qui se pose des questions à savoir quel sens elle a à travers tout ça. Elle en aime un.
Elle a son âge aussi qui avance, donc il faut que je pose des questions. Est-ce que je me cale avec un gonze ou est-ce que je continue à ken les meilleurs joueurs? Exactement. Bull Durham, hein, en VO, je crois le titre, c'est ça. Oui. Hein, c'était Bull Durham en VO. The Durambles, ouais. Un film. La performance de Kevin Costner dans ce film-là est phénoménale. Phénoménale. Ouais. Si vous aimez les films de sport, et bien sûr, il y a toujours une petite histoire d'amour dans les films de sport, c'est quand même un film à voir. Moi, je dis vraiment, c'est un film à voir. C'est un film qui est... moi, je l'ai vu en salle. Hein. J'étais allé voir en salle. Moi, j'étais déjà fan de Costner, moi, hein, depuis Silverado, comme j'avais dit. Mais c'est vraiment un film que... Je le mets au-dessus, par exemple, de Jusqu'au bout du rêve. Oui, tout à fait. Moi, c'est le meilleur de sa trilogie de baseball. Ouais. Il a retrouvé Ron Shelton, d'ailleurs. Hein. Ron Shelton, il avait fait le film sur le golf avec lui, il me semble. Oui, tout à fait. Tin Cup. Avec Tin Cup, qui était Don Johnson, tout ça. Ouais. Moi, j'avais bien aimé ce film-là. Hein. Je trouve que les deux s'entendent bien sur le sport. C'est pas mal. J'aime bien les films de sport avec Costner, déjà. Je trouve qu'il joue très, très bien le sportif. Je sais qu'on en a parlé un peu avec John Ali sur son émission sur la 7e dimension en live. Peu de gens ont le charisme, peu de gens avaient le charisme de Kevin Costner dans les années 80, début 90. Non, mais quoi. Clairement. Le mec, quand il est à l'écran, tu vois que lui, quoi. C'est ça. Tu sais, c'est ce qui fait la différence entre un acteur et une star du cinéma. Aussi bon acteur soit Kevin Costner, par-dessus tout ça, c'est une star du cinéma, quoi. Il y a cette qualité-là, comme Tom Cruise a, comme Brad Pitt a, de nous faire oublier un peu le rôle qu'il joue et de voir la star derrière. Ce qui est une qualité, des fois, qui peut être un défaut, là, mais... Non, clairement. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un... On voulait tous être Kevin Costner à l'époque. On voulait tous avoir sa gueule. On voulait tous être... le gars est beau, le gars est charismatique, mais en diable. Et puis, il sait choisir ses films. Hein. Il sait choisir ses films. Il s'est pas beaucoup trompé. Et c'est durant ce film-là que Tim Robbins a rencontré Suzanne Sarandon et qu'ils se sont mariés. Hein. Et ils se sont mariés, tout à fait. Ils seront restés un moment ensemble. Hein. 30 ans, je pense, ou quelque chose comme ça. Oh oui, facile. Ouais. Tim Robbins, d'ailleurs, qui est super jeune dans ce film-là. Il est tout jeune. Ouais. Et c'est un super casting. Ouais. Il était en Top Gun juste avant. On l'a vu dans Howard de Canard, mais on essaie d'oublier. Et effectivement, du A3, où il a un rôle sympathique, quoi. Je te parle maintenant, passant d'autre chose. Ça, c'est un film que je conseille avant de partir du OA3. Si vous ne l'avez pas vu, que vous êtes fan de films de sport, ça doit être absolument sur votre liste de films à regarder. Vous allez passer un incroyable moment. David Cronenberg, Faux semblant, ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, puisque moi, je ne ratais aucun David Cronenberg pendant un temps, et ça a été le cas jusqu'à Crash. Faux semblant, c'est là où j'ai commencé à perdre le bonhomme, en fait. Je comprends sa vision et j'apprécie son cinéma. Je trouve que le film est absolument formidable. Il y a un travail sur les effets spéciaux et les effets de plan, parce que Jeremy Irons joue deux jumeaux, où tu vois quasiment rien, et à l'époque, les CGI, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On ne pouvait pas faire ça, en tout cas. C'est très, très bien fait. Mais c'est... alors, c'est marrant parce que je vois qu'ils le mettent en drame, horreur, thriller. Ouais, bon, c'est vrai. Alors, c'est des gynécologistes, hein, il faut savoir. Hein, donc, c'est... C'est un film dont vous ne verrez jamais une vidéo sur YouTube. Voilà, c'est ça, tu peux pas. Hein. Moi, de toute façon, toutes mes vidéos de Cronenberg sont fait striker. Voilà, c'est vraiment... c'est un film qui est glauque, qui est très, très, très sombre, qui est très... c'est du Cronenberg, quoi. Enfin, c'est complètement barré. Pour le coup, c'est l'histoire qui ne m'a pas hypé. Je n'ai pas été emballé. Il manquait peut-être un côté fantastique que j'attendais et que j'ai pas eu, qui a fait que j'ai décroché. Et tout ce qu'il a fait derrière, quand il s'est remis au fantastique, je trouvais ça ringard. Genre Existence, moi, c'est un film que je peux pas voir, par exemple. J'ai l'impression de voir un vieux qui essaie de m'expliquer que le jeu vidéo, c'est pas toujours très bien. Gars, c'est pas son meilleur. Non, ouais. Revois Vidéodrome et reparle-moi de la nouvelle chair, mais me fais pas Existence, quoi. Mais voilà. Mais Faux semblant est un excellent putain de bon film, mais que j'ai pas revu depuis 1988. C'est le genre de film que tu vois une fois et c'est assez.
C'est assez, ouais. Moi, je pense que je l'ai vu au milieu des années 90, quand j'étais un peu plus vieux. Je devais avoir 18, 19 ans. C'est à cet âge-là que... Il faut s'accrocher, hein. C'est compliqué. Hein. C'est une histoire, il faut s'accrocher. Pas parce qu'elle est compliquée, hein, mais parce que c'est... Ce que ça raconte... Dans une autre histoire... Tu veux un autre film, une histoire à s'accrocher? Ouais. Daniel Day-Lewis dans L'insoutenable légèreté de l'être. Oui. Un autre film que j'ai vu une fois et c'était amplement suffisant. Ouais. Et pourtant, quel réalisateur, Philippe Kaufman. Ouais. Le mec qui a fait L'étoffe des héros, c'est un film que je mets, mais que j'adore. Hein, mais oui, c'est... Juliette Binoche, Daniel Day-Lewis. Juliette Binoche, ouais, c'est ça. Qui vient de prendre sa retraite, d'ailleurs, Daniel Day-Lewis, mais comme il le dit lui-même, c'est je prends une vraie retraite, vous ne me verrez plus. On verra quand Paul W. Anderson l'appellera pour un rôle. D'après moi, s'il y a de quoi se mettre les dents. Tu crois? Je pense que le seul qui pourrait le faire sortir, c'est Paul W. parce qu'il l'a quand même utilisé dans 2 films. Il l'a laissé aller au fond de son idée aussi. Là. There Will Be Blood, c'est quand même. Il a peut-être tout fait justement avec lui, tu vois. Sa palette d'acteurs a bien été travaillée avec ce réalisateur-là. Il a peut-être pas besoin de. Il faudrait vraiment que ce soit un rôle qui... Ah, il faudrait que ça soit le rôle de peut-être, mais ça aussi, c'est le genre de film que tu regardes L'insoutenable légèreté de l'être, c'est le genre de film que j'ai vu, genre j'avais 22, 23 ans, puis c'était pour voir la performance de Daniel Day-Lewis, la réalisation de Kaufman. Tu passes par-dessus l'histoire qui a des longueurs. Hein, putain. Le film dure 171 minutes. Hein. Je le dis à tout le monde, si vous vous attaquez à ça... commencez pas à picoler en partant. Quoi. Attendez la moitié du film pour tomber dans votre cas. C'est ça. Dans un autre ordre d'idée, par contre, on peut parler d'un super divertissement, un film que j'avais adoré à l'époque. Mes yeux d'enfant n'en revenaient pas comment c'était cool, ce film-là. Avec plein d'acteurs que je connaissais de comédie et que j'adorais déjà beaucoup. Avec une super chanson de John Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Non? Ça, c'est dans le 2, ça. Ah oui, pardon. Putain. Mais bon. Avec une super soundtrack western incroyable. Young Guns, l'histoire de Billy le Kid. C'est ça. Christopher Kane pour le premier, et on avait Geoff Murphy pour le deuxième, avec William Peterson qui faisait... c'est con comme tout, c'est rempli de clichés. C'est bien sûr. Tout ce que vous voulez d'un divertissement d'été. Je crois que c'est la grande idée du film, c'est ça. C'est ce casting de jeunes loups hollywoodiens qu'on adorait tous, qu'on avait vu dans plein de comédies. Et surtout un film d'action. C'est un film d'action. C'est-à-dire que même si on a vu l'histoire 1000 fois, mais bon, encore une fois, il n'y a que 3 histoires à raconter et ce sont les ramifications qui font que ça change. Mais dans le western, on en a déjà tout dit. Là, ils te le font sur un côté un peu clip vidéo. Tu sais, rien que le générique, appelle-toi, qui est en positif-négatif, avec ses fumées, machin et tout. C'est un film qu'on adore. Il y a Terrence Stamp aussi, qui fait le père. Il y a... Moi, j'adore. Voilà, c'est Young Guns et Young Guns 2, c'est vraiment des films que j'adore. Moi, je dis aux gens, si vous n'avez pas vu les 2 Young Guns, okay, c'est des plaisirs coupables. Okay? Parce que c'est des films qui sont cons comme tout. Ouais, le 3, j'en parle pas. Non, mais il prépare le 3. Il prépare un remake? Ah, mais c'est... Non, pas un remake, il prépare un 3. Il n'y a pas eu de 3. Ils veulent faire un Young Guns 3. Faut arrêter maintenant, c'est bon. Trouver des nouvelles idées. Nom de Dieu. C'est ça. Passons ensuite à... qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut attirer notre attention? Frantic, un superbe film avec Harrison Ford qui se passe dans une chambre d'hôtel à Paris. Espionnage, gangster, drogue et meurtre. Si vous n'avez pas vu, c'est un thriller de l'époque. Moi, c'est le genre de film également que tu vois une fois et qui est très bon. Ouais. Working Girls. Ah, vas-y, pardon. Juste avant, entre les deux, il y a un film qui s'appelle Le Dossier Adams, The Thin Blue Line en VO. C'est un film d'Errol Morris et c'est un film documentaire. Le gars prend l'histoire d'un gars qui est en prison. Réellement, hein, le vrai gars existe, il est en prison, tu as les images d'archives, ils vont l'interviewer. Et Errol Morris va refaire toute l'enquête et va prouver que le gars qui est en prison est innocent. Il va le prouver. Tu regardes le dossier Adams et il va prouver que M. Adams est innocent. Ils vont le faire. Et grâce à ce film-là, il va sortir de prison.
Preuve que les docu-vérités n'existaient pas qu'en 2020 sur Netflix. Exactement. Quoi. Et moi, c'est un film que j'ai vu à l'époque et on en avait très très peu des comme ça et tu restes sur le cul. Et ils font, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'ils font arrêter le vrai coupable. C'est assez étonnant. C'est voilà, c'est. C'est donc à ajouter à ma liste de films à voir. Ouais, c'est vraiment très très bon. Dans l'horreur, il y a eu une série de films d'horreur qui est venue au monde en 88. Ça a été Jeux d'enfants, Child's Play avec Chucky, que vous connaissez tous maintenant. C'est devenu un icône de la pop culture. Et le premier est sorti en 88. Et le premier n'est pas le meilleur. Je dis tout de suite. Oui, les gens préfèrent le 2 et le 3, voire même La fiancée. Le premier se prend un peu plus au sérieux. Après ça, ça commence à déconner un peu. Et je trouve que c'est intéressant, tant qu'à mettre une poupée dans un film, aussi bien en rire, quoi. Aussi bien que ça soit de la déconnade, quoi. Et qu'il ait la voix de Brad Dourif. Eh ben oui. Moi, la série Jeux d'enfants, moi, je les aime bien. L'année dernière, à l'Halloween, j'avais fait The Bride of Chucky, La fiancée de Chucky. C'est des films tout cons, mais c'est divertissant, quoi. C'est pas. Ouais, il paraît que la série télé est bien en plus. Hein. J'ai pas vu. J'ai de la difficulté avec ça quand ils font des séries télé sur les films. Moi aussi, moi aussi. Ça me propulse dans des coins sombres de mon esprit. Dans la comédie qui est devenue hyper populaire parce que plusieurs... Dans la comédie, je dirais féministe, qui est devenue hyper populaire, il y a eu Working Girl avec Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver, Alec Baldwin, qui est l'histoire d'une jeune femme qui prend de la place de sa patronne et qui devient respectée et respectable, alors que c'est du white trash du New Jersey. C'est un film qui a créé des bases sur des films qu'on a revus 100 fois depuis ce temps-là, des comédies romantiques qu'on a revues. Et oui, elle finit avec Harrison Ford à la fin. Et oui, elle a une promotion à la fin. Mais je me souviens que ma sœur le regardait beaucoup. Oui, mais le film est bon. Hein. C'est quand même Mike Nichols à la réalisation, qui est quand même le réalisateur du lauréat. Hein. Donc, c'est pas rien. C'est un mec qui est très bon, qui sait aussi raconter des histoires. Et on a effectivement Melanie Griffith, Harrison Ford et notre Sigourney Weaver préférée quand même, en saloperie. Ça fait plaisir de la voir en méchante. Donc, c'est... Ouais, non, c'est bien. C'est un film que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un film que j'avais vu en salle aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en 88 qui pourrait intéresser notre auditoire? Les Accusés, je me souviens pas, avec Jodie Foster, c'est un film qui... C'est Jodie Foster qui est violée. Oui, putain, violée sur la machine, sur le pinball. Exactement, sur un flipper, voilà, sur un flipper, et Kelly McGillis va à la je me souviens du film de viol, hein. C'est compliqué à regarder. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Il y a d'autres courses de Sidney Lumet avec River Phoenix. Qui est une histoire d'espion russe. Quand même intéressant, ouais. Quand même intéressant comme film. Intéressant, puis qui avait cartonné en vidéoclub. Oui, absolument, ouais. Jean-Jacques Hano, l'ours. T'en faut tant que moi. Alors, c'est pas que je m'en fous, c'est que j'ai carrément... C'est le film qui m'a fait arrêter Jean-Jacques Hano. C'est-à-dire, moi, Jean-Jacques Hano, tous ses premiers films, mais tous, hein, j'aime tout, bien sûr, jusqu'au Nom de la Rose. L'ours, Jean-Jacques Hano sort, je vais le voir, je dis, ok, c'est bon, c'est fini. C'est fini. L'histoire, j'en ai tellement rien à foutre de bébé ours avec maman ours, et enfin, il me refait Bambi en vrai avec un ours. J'en ai rien à foutre. Enfin, je suis désolé pour ceux qui aiment l'ours, hein, mais voilà, je suis comme ça, c'est mon opinion, mais elle ne regarde que moi et je ne vous oblige pas à détester. Mais voilà, je suis sorti, j'ai fait... Un film plus léger, on va dire. Tranquille le fleuve, qui est une comédie de vacances avec un acteur qui nous manquera toujours, c'est John Candy. Il est mort il y a 30 ans cette semaine. Ouais, putain. John Candy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui avait un humour très physique, très... un humour de son temps, quoi. Et dans ce film-là, il joue avec Dan Aykroyd, il se retrouve dans un camping, dans un peu une communauté de vacances avec son beau-frère, etc. En fin de compte, le pire cauchemar, quoi. Alors c'est réalisé par Howard Dutch, qui est un collaborateur de John Hughes, produit par John Hughes. Howard Dutch avait réalisé La vie à l'envers ou L'amour à l'envers, ça dépend comment on le regarde parce qu'il change de titre suivant les éditions vidéo. Il avait fait Rose Bonbon aussi, Pretty in Pink.
Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il faut savoir que l'hôtel où ils ont tourné le truc, le camping là, a demandé à la production de leur envoyer des affiches, des machins et tout ça, et ils l'ont renommé, je crois, The Great Outdoors, qui est le titre anglais. Ouais. Et à l'intérieur, il n'y a que des trucs du film et tout ça, et ce qui fait que les gens y vont pour ça, bien sûr. Alors c'est un film qui n'a eu, mais alors c'est même pas aucun succès, il est invisible en France. C'est-à-dire que le film, il sort directement en vidéoclub, passe même pas par la case cinéma. Il y a que les cons comme moi, parce que je suis fan de Hughes et de Hot Dutch, qui dès que ça sort, je me le prends, je me fends la gueule, je me le copie et je ramène la cassette. Mais c'est un film, voilà, je sors dans la rue, je parle de cinéma avec quelqu'un, je lui dis tranquille le fleuve, ils vont me faire quoi? Inconnu. Pourtant, je vous dirais que si vous tombez dessus sur une plateforme de streaming ou quoi que ce soit, vous allez vous régaler. Vous allez passer un super moment. Il y a une scène, moi, qui m'a marqué, où il doit manger un steak au complet, mais la pièce de viande qu'ils lui servent, mes amis. Oh! Et quand il le regarde et qu'il dit tu dois finir le gras aussi. Oh non. Ah, t'as mal au ventre pour lui. Pour terminer sur 1988, Fred, l'année de tes 20 ans, on n'a pas le choix de parler des studios Gimli parce qu'est sorti, est arrivé en tout cas en Occident en 88, Mon voisin Totoro et Le tombeau des Lucioles, deux classiques des studios Gimli. Deux chefs-d'œuvre, oui. Oui, moi je t'avouerai que je suis pas le plus grand fan de ces films-là, mais ma femme adore. Donc, il y a toujours une copie des films de Gimli qui traîne à quelque part. Ce qui est étonnant, c'est que ces deux films-là sortent la même année, et enfin, la même année en Europe, parce que je ne sais pas si c'est la même chose au Japon. Mais, et ça te raconte la jeunesse d'un point de vue idyllique, avec une grande sœur et une petite sœur qui vont rencontrer ce gentil monstre de la nature, hein, qui est là pour que les arbres poussent, voilà, les machins, tout ça, avec ces petites blessures. Moi, c'est un film, je peux le regarder, je l'ai vu 200 000 fois. D'ailleurs, j'ai montré ça à ma fille, elle avait 3 ans. Elle a vu ça, il a fallu que je regarde ça tous les jours, 3, 4, 5, 6 fois d'affilée. J'ai les petites figurines qui sont là, obligatoires. Je les ai achetées parce que quand elle les a vues, ça m'a coûté 60 balles. Elles sont grandes comme ça. Il fallait que je les ai. Ma fille est folle de ce film, et moi aussi, hein, bien sûr, par la même occasion, parce qu'il y a ce côté, tu sais, quand on va se promener dans les bois petits, juste fantasmer devant une flaque d'eau, il y a des têtards, des choses que plus personne ne fait aujourd'hui, c'est-à-dire se promener juste dans la nature et s'amuser avec un bâton de bois, plutôt que d'être devant un téléphone et regarder du porn sur TikTok. Mais Totoro, pour moi, c'est toute cette jeunesse que j'aime, avec un été, un printemps, et une belle histoire avec de l'imaginaire. Et de l'autre côté, ils te font la guerre vécue par 2 enfants qui vont crever de faim. Et moi, je vais voir ça, mais avec une naïveté à l'époque au cinéma. Je suis avec un pote qui s'appelait Christophe, on se dit on va aller voir putain, c'est pas un animé, ça. Putain, ça. Ouais, on sort, on avait les yeux mais rouges, personne voulait s'avouer qu'on avait pleuré devant des animés, tu vois. Mais ça se termine avec une gamine qui fait une boule de gadou de terre et elle dit du riz, et elle le mange. Enfin, parce que son cerveau est plus capable de générer une logique normale, puisqu'à la fin, quoi. Et t'es là, tu fais, mais... c'est lourd. C'est pas pour tout le monde. Oui, c'est très... Non, c'est pas celui-là, tu le montres pas à 3 ans à tes gamins. Non, je confirme. Mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ça devrait être... pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est qu'une enfance quand t'es perdu. C'est ce que Spielberg, quelque part, a fait aussi avec L'Empire du Soleil. Tu vois, Christian Bale, quand il crève la dalle, quand il boit dans les flaques d'eau, c'est ça. Hein, qu'est-ce que c'est être un enfant pendant la guerre, quoi. Ce dont on ne parle que rarement, en fait. Ou alors, c'est une scène dans un film. Là, c'est tout le film. Ça devient pesant. Donc, c'était 1988 avec Fred. On parlera de musique une autre fois. On a déjà fait... J'en ai pour 2 secondes. Regarde. Ah ouais, Prince. Prince, Love Sexy. Le Black Album devait sortir. Prince l'annule, ça lui plaît pas. Il me sort Love Sexy avec Alphabet Street, Glam Slam, tout ça. Pour moi, c'est chef-d'œuvre absolu. C'est ton album de 88. Mais attends, qu'à en avoir parlé du tien, je vais prendre 5 minutes
pour parler de certaines chansons qui sont sorties en 88, OK? Des gros succès. Fast Car de Tracy Chapman, que tout le monde connaît. Fate de George Michael, qui a été reprise maintes et maintes fois. Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. L'album est sorti en 87, la chanson est sortie en single une année plus tard. On a également Englishman in New York de Sting. Ah bah oui, énorme. On a Every Rose As It's Thorn de Poison pour les fans d'hair metal. C'était un classique, bien sûr. I Hate Myself for Loving You de Joan Jett and the Blackhearts. Ça, c'est également un classique qui a été repris à toutes les sauces. Love Bites de Def Leppard. C'est du... Non, mais... Il y a du lourd, hein? Bad Medicine de Bon Jovi. Un artiste que moi j'aime beaucoup, Steve Earle, qui fait de l'Americana. Tant qu'à moi, c'est le grand-père de l'Americana moderne, là, mais il a sorti Copperhead Road, si vous ne connaissez pas, je le mettrai sur une playlist. D'ailleurs, je mettrai la playlist de 1988 sur le Patreon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu une chier d'albums. Angel d'Aerosmith. Toi, tu n'as pas sorti d'album cette année-là? Moi, je dirais qu'un album que tout le monde doit avoir... Moi? Non. Toi. Non, je sortais pas encore des albums en string de Léopard. Tu sortais pas d'album à cette époque? Non. C'est dommage. Non. C'est dommage parce que l'album est bon. Il est pas mal, ouais. Desire de U2, qui avait sorti Rattle and Hum en 88 quand U2 faisait encore de la bonne musique. Non, mais c'est parce qu'on s'entend que c'est plus la même chose maintenant, U2. On est d'accord. De toute façon, la musique, c'est plus la même chose. De trucs, mais Roxette, Listen to Your Heart. Pour les fans de Roxette. Et avec quoi je finis? Et c'était la naissance du hip-hop. Et c'était surtout la naissance du gangster rap, je dirais, avec NWA qui allait sortir. NWA, leur album est Straight Outta Compton. Est sorti en 88 avec Fuck the Police. Et ça, c'était un autre univers qui s'ouvrait à nous. Après, il y a du bon et du mauvais dans tous les genres. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a juste deux genres de musique dans la vie, la bonne et la mauvaise. Après ça, les genres, je m'en fous. Moi, alors, c'est vrai que le gangsta rap, c'est bien d'en parler parce que moi, j'avais des albums de Ice Cube, de Ice-T et surtout de Body Count qu'Ice-T avait monté derrière. Son groupe de métal, voilà, qui était métal et rap. Et c'était un... Qu'est-ce que j'ai pu écouter ça, bordel? Il faut comprendre aux gens que, tu sais, quand un groupe comme NWA sort, ça choque tout le monde. Il y a un film qui existe sur Netflix là-dessus, d'ailleurs, là, qui est pas si mal, mais moi, les biographies de musique, ça me... Non. D'accord. Les bons artistes ont parlé de leur époque dans leur musique et NWA l'ont fait. Écoutez l'album, vous allez comprendre à travers quoi il passait. Vous n'avez pas besoin de le voir en film. T'sais. Mais bon, fait que je mettrai la playlist 88 sur le Patreon et je remercie Fred d'avoir passé du temps avec moi encore aujourd'hui. Moi qui te remercie, c'est un vrai plaisir comme d'habitude. Vous trouverez les liens pour sa chaîne YouTube et son Patreon dans la description de l'épisode. Merci à tout le monde et on se revoit la prochaine fois.